Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, on va travailler toujours sur le chapitre 3, les sources du droit du travail. Et on va s'intéresser là plus particulièrement à la fiche ressource numéro 2, où on va identifier les limites du pouvoir de direction de l'employeur. Alors si on part sur la base des trois caractéristiques d'un contrat de travail que l'on a vu dans le chapitre 1, à commencer par la rémunération, la prestation de service, et puis la troisième caractéristique, et non des moindres, c'est le lien de subordination. Et c'est à partir de la base de ce lien de subordination que l'on va pouvoir donc démontrer que l'employeur a un pouvoir sur son personnel qui est un pouvoir qui peut être décliné en trois pouvoirs, pouvoir de direction, pouvoir réglementaire et le pouvoir disciplinaire. Donc je propose de commencer par le petit 1, le pouvoir de direction. Donc sa mission est de veiller à la bonne marche de l'entreprise et donc il va diriger l'ensemble des femmes qui composent son entreprise grâce à ce lien de subordination à travers le contrat de travail. Le deuxième point, le deuxième pouvoir, que le pouvoir réglementaire, eh bien l'employeur, de manière unilatérale, va mettre en place une série, un ensemble de règles que devront appliquer les salariés. Alors, généralement, quand l'entreprise est composée de plus de 20 salariés, eh bien, il y a la mise en place d'un règlement intérieur. Et enfin, le troisième pouvoir, qui est le pouvoir disciplinaire. Ce pouvoir disciplinaire, eh bien, est là lorsque le salarié a commis une faute. Hein. S'il a commis une faute, eh bien, en tout cas s'il a commis un acte qui peut être considéré comme fautif, eh bien, on a mis en place donc une procédure qui est la procédure disciplinaire, alors qui sera donc la sanction sera bien sûr comment dire dans une proportion raisonnable par rapport à la faute commise. Point 2, les limites au pouvoir de direction. Heureusement, au pouvoir de l'employeur, il y a des limites, notamment l'interdiction de discrimination. On le voit à travers l'article L142 du Code du travail, il doit y avoir une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Cette égalité, on l'a retrouvée aussi dans le préambule de la Constitution de 46, mais on la retrouve aussi au niveau des traités, des traités internationaux. Il est interdit pour un employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat, le sexe, l'origine ethnique, la situation de famille, les opinions religieuses ou politiques pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite, la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, ainsi que les mesures de discipline et de congédiement, c'est-à-dire le fait de congédier un salarié en cas de faute par exemple. Le deuxième point, c'est l'interdiction au harcèlement. C'est l'article L1152-1 du Code du travail qui le stipule. Il stipule qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui a pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Donc il revient à l'employeur de protéger la santé mentale et physique des salariés. Ça, on le voit à travers l'article L41121-1 du Code du travail. Il doit donc prendre toutes les mesures, toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements constitutifs du harcèlement moral. 2.3, l'atteinte aux libertés du salarié et l'abus de droit. Alors, effectivement, les employeurs doivent veiller à respecter les droits et libertés d'un salarié et ces droits auxquels les salariés ont droit au respect de cette vie privée concernent les données personnelles du salarié qui lui appartiennent. L'employeur peut y accéder, mais qu'à celles qui sont indispensables à la gestion des contrats de travail, comme par exemple si pour l'employeur, s'il a besoin d'informations pour assurer la rémunération, les déclarations sociales obligatoires, ou pour la tenue du registre unique du personnel, ou encore pour la gestion administrative du personnel, comme le permis de conduire qu'il a, savoir si, oui, pour conduire les camions ou pas, ou je sais pas moi, pour prévenir les coordonnées de personnes à prévenir en cas de pépin, en cas d'urgence. Ça peut être aussi pour l'organisation du travail. On peut demander une photographie du salarié pour mettre soit sur l'annuaire interne ou pour mettre sur son badge ou pour l'organigramme. Mais c'est vraiment pour des buts strictement liés au contrat de travail, donc professionnel.
pas demander des informations qui sont sans lien avec ses missions. Par exemple, des informations qui sont sensibles, hein, comme l'activité syndicale, l'opinion politique, la religion, l'origine ethnique, hein, les points qu'on a vus plus haut, la santé. Hein, ces informations-là n'ont pas à figurer dans la base de données de l'employeur. Donc on doit faire extrêmement attention à ces informations qui sont sensibles. Le deuxième point, c'est le secret de la correspondance. Hein, l'employeur doit respecter les informations sur l'ordinateur. Hein. Il y a effectivement les courriers professionnels, mais aussi les courriers du personnel. Donc, si c'est dans un dossier personnel, l'employeur n'a pas à y mettre son nez. Le droit à la déconnexion, c'est-à-dire le droit de ne pas être joignable en dehors du temps de travail. C'est vrai que ce droit a été mis en place par la législation française, hein, c'est un droit français, on est les premiers à avoir mis ça en place. C'est un principe hein, qui est selon lequel un salarié est en droit de ne pas être connecté aux outils numériques hein, professionnels comme le téléphone portable, les courriels. Donc hors des horaires de travail, il n'a pas à toucher à ça, il n'a pas comment dire, à rester connecté, notamment que ce soit dans le temps de transport, travail-domicile, ou quand il est en congé, ou sur ses temps de repos, ou en week-end ou en soirée, il doit avoir la possibilité d'être complètement déconnecté. Donc c'est la France hein, qui est la première à avoir intégré ce droit dans le droit du travail hein, pour les entreprises. La liberté vestimentaire, hein, il peut y avoir des restrictions de la part de l'employeur hein, pour des raisons d'hygiène, de sécurité, de décence ou encore d'image de marque. Hein, mais il faut que ce soit dans des circonstances raisonnées, enfin, dans une limite proportionnée. Un employeur peut interdire à une salariée qui est à la réception, qui est en contact donc avec la clientèle, de se présenter au travail en survêtement. Au même titre que le port d'un bermuda pour un salarié ayant des contacts clientèle, si c'est incompatible avec ses fonctions. Hein. On a déjà vu aussi, par exemple, il y a une salariée qui a été licenciée parce qu'elle a persisté à porter un chemisier transparent, sans soutien-gorge, et donc ses seins nus en dessous. Ben ça a été justifié, hein, son licenciement a été justifié par le tribunal, par le Conseil des prud'hommes. Donc le droit à la liberté d'opinion, hein, de religion, et d'expression du salarié, donc la liberté donc, d'avoir des opinions et de penser, la liberté d'expression du salarié et aussi les convictions du salarié sont protégées. Hein. Donc, alors voyons les autres infractions que peuvent commettre un salarié lors de l'embauche d'un salarié, par exemple non déclaré ou non autorisé à travailler, imposer donc des durées de travail supérieures à 48 heures. Sur 12 semaines consécutives, on peut travailler qu'une seule fois à 48 heures. Pour un contrat normal, hein. Effectivement, si on parle d'agents de sécurité, effectivement, leurs contrats vont jusqu'à 54 heures, 52 heures. Là, je parle pour un salarié qui a un contrat de 35-39 heures. Dans une interdit aussi, c'est le prêt de personnel à but lucratif. Hein. Les seules entreprises qui sont autorisées à faire cela, on l'a vu, hein, sont les entreprises de travail temporaire ou encore les sociétés de portage. Sinon, les autres, s'ils font des prêts de personnel, c'est pas dans un but lucratif. Hein. Et enfin, donc, grand 3, l'inspecteur du travail. Donc, le rôle de l'inspecteur du travail, donc lui, c'est un agent de contrôle. Donc, il a des missions de contrôle, mais aussi d'information administrative et d'assistance, comme veiller à la bonne application des normes d'hygiène et de sécurité. Quand il rend visite, c'est de manière inopinée hein, dans l'entreprise, et il aide aussi à la rédaction des rapports, il établit des mises en demeure, et il participe aux réunions du comité d'hygiène et comité d'hygiène et de sécurité. Et il a un rôle pédagogique auprès de l'employeur, mais aussi des salariés. Voilà, ainsi j'en termine avec le chapitre sur les sources du droit. Donc, eh bien, je vous invite... merci. Allez, à bientôt.